Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans l'After Game. Avant de commencer l'émission, un grand merci à Christopher Roux pour la confection du nouveau logo. Merci à lui et ses réseaux sociaux se trouvent dans la description. À mes côtés aujourd'hui, comme d'habitude, Enzo, Isaac et Yohan. Bonjour les gars. Salut Lucas. Salut Lucas. Bonjour merci. Lucas, toujours présent. De te retrouver à la présentation. Merci les gars. Aujourd'hui on va parler bien évidemment foot. Rentrons directement dans le vif du sujet. L'OM, deuxième au classement Ligue 1. Les Marseillais ont battu Lyon 2-1 dimanche à domicile. Match exceptionnel pour les supporters à l'occasion des 120 ans du club. L'Olympique de Marseille n'avait pas gagné, n'avait pas battu Lyon depuis 2014. Alors les gars, qu'avez-vous pensé du match? Quel bilan tirez-vous de cet Olympico, Enzo? Ben moi franchement les Marseillais m'ont surpris parce qu'ils ont livré une performance exceptionnelle, presque parfaite. Sans ce but, je pense que la prestation aurait été parfaite. Agressivité, ils ont été très bons tactiquement. Villas-Boas a mis en place un 4-3-3 au départ, mais je pense qu'il s'est plus transformé en 4-1-4-1 avec un Bouba Camara un peu plus bas que les milieux de terrain qui a réalisé un très gros match. Encore Bouba Camara au poste numéro 6. Moi-même j'étais assez surpris de son match face à Lille samedi dernier. Je me suis dit bon ça va, c'est Lille, c'est un match, il a livré une bonne prestation, mais encore face à lui il a livré une très bonne prestation. Donc bravo à lui. Derrière Alvaro qui a de suite mis la pression, un tacle parfait au début du match face à Moussa Dembélé pour montrer qu'il était présent, même si le but il est un peu fautif. Même si sur le but, il est un peu fautif en baissant la tête, mais si on regarde bien le départ de l'action, Tchalé Tatsar monte un peu trop haut, ce qui libère un peu d'espace. Je sais pas si vous avez bien bon, vu s'il ça. baisse pas la tête. Oui, voilà, s'il baisse pas la tête. Non, mais parce que je parle juste avant le but. Tu le défends. Ouais, voilà. Mais franchement, non, l'OM a réalisé un bon match. Villas-Boas, voilà, a conquis le cœur des Marseillais. Une ambiance exceptionnelle, moi qui étais au stade, une ambiance exceptionnelle, un tifo exceptionnel. J'ai rarement vu des ambiances pareilles. La dernière fois que j'ai vu une ambiance comme ça, c'était face à Leipzig en quart de finale de la Ligue Europa. Franchement, les Marseillais ont livré une prestation très très bonne. Isaac, quels sont les aspects qui t'ont le plus plu du côté des Marseillais? Du côté des Marseillais, c'est surtout l'aspect dans les tribunes. Pour moi, je pense que sans les supporters, l'OM aurait peut-être rencontré plus de difficultés. Vraiment, ça a été très important. Les 65 000 spectateurs ont vraiment galvanisé les joueurs de l'Olympique de Marseille. Comme l'a dit Enzo, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vécu une ambiance pareille au stade Vélodrome. Le tifo il a été exceptionnel, surtout avec l'évolution. Avec l'affichage des 120 ans, l'étoile et le soleil tout au long de la rencontre. Enfin, vraiment, les joueurs marseillais doivent remercier les supporters car c'est très important d'avoir des supporters derrière soi. Au-delà de cela, sur le terrain, vraiment la titularisation une nouvelle fois de Camara au poste de numéro 6, ben voilà, c'est le bon choix avec la paire Alvaro et Tchaltachar en défense centrale. Là, Camara, il a prouvé que vraiment, il a trouvé son nouveau poste, même s'il a déclaré vouloir continuer au poste de défenseur central. Pourquoi pas, était le premier à le lancer au milieu de terrain. Pourquoi pas se mettre à ce poste de numéro 6 qui est un poste très important. Alors on voit qu'aujourd'hui, surtout les numéros 6 se font très rares et les plus grands clubs européens cherchent des milieux défensifs. Enfin, une victoire face à un top 3. L'OM est actuellement deuxième au championnat, ça fait plaisir, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu l'OM à cette position. En tout cas, moi je suis très content, j'espère vraiment que l'OM continuera sur cette lancée. Et bravo aussi à Dimitri Payet. Nous Marseillais, on aime que nos joueurs parlent en dehors du terrain, mais on aime surtout qu'ils parlent sur le terrain. Qui répondent. Voilà, qui répondent présent. Et là, Dimitri Payet. Il a mis des paillettes dans nos vies. Voilà, bravo, on t'applaudit. Bravo Jim. On t'applaudit pour ce doublé Payet. En tout cas, moi j'ai derrière ma télé. J'ai été très content de la prestation de Dimitri Payet. Est-ce que si je devrais faire une demande un peu plus personnelle, et je pense que tout le monde serait d'accord avec cela, Payet, j'espère que tu réitéreras ce genre de prestation le plus souvent possible. C'est ce qu'on demande, et surtout si on veut retrouver la Ligue des Champions en fin de saison, on a besoin d'un grand joueur. Yo, pour toi, le 12e homme a-t-il vraiment joué son rôle? Oui, il a joué son rôle, on l'a vu, le stade était guichet fermé. Mais je dirais surtout, lors des 30 dernières minutes, quand même, Marseille a joué en infériorité numérique pendant quasiment une demi-heure.
Et c'est vraiment ce 12e homme qui a permis aux joueurs de se galvaniser, de vraiment avoir une énergie incroyable. Sans ce 12e homme, on peut se demander si Marseille aurait tenu ce score de 2 buts à 1. Après, pour revenir sur le match, je dirais, pour te rejoindre ce que tu as dit Enzo, le match n'a pas été quasiment parfait, surtout la première mi-temps avec le show Payet. C'est quand même Payet qui a porté Marseille, surtout sur ce 2e but. On voit qu'il fait un retour salvateur sur un attaque derrière. Ouais, c'est lui tout seul, il fait tout. L'extérieur. Voilà. Après, sur les choix tactiques, voilà, encore le repositionnement de Camara au milieu de terrain, c'est vraiment un bon choix. Comme tu l'as dit, Garcia l'avait fait il y a 2 ans. Maintenant, sur le bilan, enfin, est-ce qu'on peut tirer un bilan de ce match? C'est compliqué dans un championnat où c'est vraiment faible, homogène, je ne sais pas comment on peut le qualifier. Marseille est 2e, en tout cas, ça donne un peu plus de crédit à mon pronostic de début de saison. Moi, j'ai toujours dit que Marseille allait terminer sur le podium. J'ai toujours cru, moi, en Villas-Boas. Voilà. Et pour l'instant, ils sont 2e, il y a très peu de points d'avance. Hein. On voit que Saint-Etienne est 4e, il y a 1 point d'avance avec 22 points. Mais en tout cas, Marseille, je le redis devant les caméras de l'Aftergame, Marseille va terminer sur le podium. Moi, pour juste rajouter un truc, vu qu'on parle de bilan à la 13e journée, Villas-Boas, il ne faut pas oublier que quand même il a battu à lui tout ça avec ses joueurs bien sûr, Nice, Saint-Etienne, Monaco, Lyon, Lille, avec des suspendus, avec des blessés, notamment Florian Thauvin. Donc bon, le début de saison, pour moi, il est réussi. Ouais, et puis au-delà de ça, Marseille a du mal. Réussi, mais à 100%. Il n'avait plus gagné avec Garcia depuis je ne sais pas combien d'années face à des top 3. Et là, il gagne face à Lille, il gagne face à Lyon, il gagne face à Monaco. Des potentiels au podium. Donc là, le début de saison est parfait pour André Villas-Boas. Et ce que j'aimais dans sa communication à lui, c'est que les défaites, il les prend pour lui et que les victoires, il les donne aux joueurs. C'est ce qui avait un peu tendance à ne pas faire Rudy Garcia. Quand il y avait une défaite, il remettait souvent la raison sur les terrains, sur l'arbitre. Et il ne se remettait jamais en question. Alors que là, André Villas-Boas, on voit que c'est un grand entraîneur et qui met quand même les responsabilités sur lui et qui se remet en question et qui permet aux joueurs de travailler aussi. Ouais, il essaye de protéger les joueurs au maximum. En tout cas, pour revenir un peu sur la victoire de l'OM, je pense vraiment que sans les supporters, ça aurait été encore une fois compliqué. Parce qu'on a vu Lyon quand même a posé beaucoup de difficultés à l'Olympique de Marseille. J'ai pas vu une supériorité de l'OM face à Lyon. Là, on voit très bien que bon, on a eu des choix. Rudy Garcia a fait des choix un peu remis en cause. Il y a eu la blessure de Houssem Aouar. Mais bon, là, l'Olympique de Marseille, vraiment, moi, en tout cas, je tiens à dire que c'est vraiment les supporters qui ont permis à l'OM de remporter cette rencontre. Parce que même à 10 contre 11, quand même l'OM a quand même, voilà, les joueurs se donnaient encore au maximum, ils ont joué, ils ont continué à attaquer. C'est rare que quand on voit une équipe réduite à 10 continuer à attaquer. Là vraiment, je dis bravo aux supporters. J'espère que dans la saison, on reverra encore ce genre de prestations dans les tribunes, car on voit très bien que lorsque des joueurs rentrent dans un stade là où on se tient dans ses abords, des joueurs peuvent devenir très forts. Après Isaac, après peut-être moi j'étais au stade donc j'ai pas pu bien voir, vous étiez devant la télé, peut-être vous avez une analyse plus approfondie, mais j'ai pas vu les Lyonnais mettre en difficulté tant que ça les Marseillais. Si on regarde bien le match, moi après bien sûr je vais le regarder en replay pour voir bien les aspects. Maxwell Cornet la frappe que Mandanda arrête et le but de Dembélé et la frappe de Terrier. Pas tant que ça. C'est tout parce que après les Marseillais ont été très solides défensivement. Camara d'ailleurs, comme on l'a dit, on l'a répété, a fait un gros match. Sanson et Rongier a encore réalisé une très bonne prestation, si ce n'est la meilleure prestation depuis qu'il a l'Olympique de Marseille. Sanson, il a été exceptionnel jusqu'à la 90e quand il va nous faire ce sprint qui gagne normalement, qui doit gagner le corner mais qui gagne en 6 mètres. Même les remplaçants ont apporté, Germain qui a apporté aussi le pressing. Moi, même à 10, pour moi, à 10, les Marseillais n'ont pas été mis en difficulté. Il n'y a eu aucune. Ils ont été très solides, très solidaires. Et pour moi, les Marseillais n'ont pas été mis en difficulté. Non, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'ils n'ont pas été mis en difficulté, mais là, c'est pas. J'ai pas vu l'Olympique de Marseille vraiment marcher sur Lyon. C'est plutôt. T'as dit les Lyonnais ont posé pas mal de problèmes aux Marseillais. Ben, avant le penalty, voilà, il y a eu la frappe de Cornet sur Mandanda. Comme Lyon aurait pu ouvrir le score dès le début de la rencontre, comme là, l'Olympique de Marseille a gagné ce penalty, là, ça a été en faveur de l'OM. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que sur le terrain, j'ai pas vu vraiment l'Olympique de Marseille écraser Lyon, marcher sur l'Olympique lyonnais. Vraiment, là, je félicite l'OM plus sur l'aspect défensif,
où vraiment ils ont été bons défensivement, où ça a été très costaud, ils ont bien contenu les Lyonnais. Ce que les saisons dernières ont reproché à l'Olympique de Marseille, c'est qu'en défense, l'Olympique de Marseille c'était vraiment très fébrile, qu'ils n'arrivaient pas à contenir, surtout sur les côtés, avec Maxwell Cornet et Bertrand Traoré. Tu es gentil, je pense, parce que sur les côtés, il y a encore du travail. Mais non, là ça va, ils ont réussi un peu à tenir les Lyonnais, mais voilà, en tout cas, vraiment, moi je pense que l'OM progresse et va continuer à progresser sous André Villas-Boas. On n'est pas en tout cas sur nos fins avec l'Olympique de Marseille. Les gars, vous avez parlé de Rudy Garcia, l'ancien coach de l'OM qui a succédé à Silvinho, était présent bien évidemment au match et s'est fait huer par les supporters phocéens. Ouais, oui, c'est fait huer, d'accord, mais ouais, voilà, je pense qu'il ne faut pas souligner cet aspect parce qu'ils ont plus encouragé, on s'attendait tout le monde, que ce soit sur l'équipe 21, sur Canal+, sur la Provence, sur Facebook, enfin, sur n'importe quel média. Les Marseillais vont huer, les Marseillais vont vivre l'enfer à Rudy Garcia. C'est passé au second plan. C'est passé au second plan. 2 ou 3 fois, ils ont essayé de huer Garcia quand il est passé sur les grands écrans, mais sinon, ça a plus été l'anniversaire de l'Olympique de Marseille qui a été. Il y a même eu des appels de chefs de supporters, chefs de groupe, qui ont déclaré que bon, on passe à côté de Garcia, on n'a pas hué Garcia, on va supporter notre équipe et on célèbre les 120 ans du club. Voilà, il fêtait l'histoire de l'OM, Garcia ne fait pas partie de l'histoire de l'OM. Garcia ne fait pas partie de l'histoire de l'OM, il n'a pas d'importance qu'il rejoigne Lyon ou même le Paris Saint-Germain, mais bon vent à Garcia, c'est un entraîneur comme un autre, il n'a pas marqué le club en tout cas. Est-ce que tu comprends les choix tactiques de Garcia? Alors voilà, on parlait de Garcia, donc pour faire l'avocat du diable, eh ben, je les comprends les choix de Garcia. Je veux dire, ça s'est peut-être pas vu, mais quand Garcia sort Reine Adélaïde qui fait rentrer Jean Lucas, le milieu de terrain prenait l'eau des Lyonnais. Donc il s'est dit peut-être il est un peu trop offensif, donc je vais faire rentrer quelqu'un de plus défensif et mettre Aouar un cran plus haut. Sur ce terme-là, je pense que c'est compréhensible de la part de Garcia. C'était soit Aouar, soit Adélaïde, je pense. Adélaïde a été peut-être le meilleur au milieu de terrain, mais de renforcer son milieu de terrain, c'est assez normal. Après, il y a la blessure d'Aouar aussi. S'il n'y a pas la blessure d'Aouar, je pense que les plans de Garcia auraient pu marcher parce qu'il il a 2 leaders techniques sur le terrain. Adélaïde et Aouar. Adélaïde, le sort il en reste un, c'est Aouar, il compte tout sur lui et Aouar il se blesse. Donc, je pense qu'il y a un peu de malchance de Garcia. Mais moi je comprends ces choix tactiques d'avoir sorti Adélaïde. Pas du tout. Ah, Quand tu sors à la mi-temps Reine Adélaïde qui était ton meilleur joueur techniquement, mais c'est lui qui arrive à casser les lignes, à orienter le jeu. C'était le seul joueur. Aouar il était inexistant en première mi-temps. Tu le sors à la mi-temps pour faire rentrer un milieu plutôt à vocation défensive par rapport à Reine Adélaïde. Je comprends pas. Surtout quand t'es mené quand même 2-0. 2-0, alors oui, tu peux penser, on va prendre l'eau, on évite de prendre une branlée, mais tu perds 2-0, t'es l'Olympique Lyonnais, tu réussis bien à Marseille, tu laisses tes joueurs offensifs qui arrivent à faire le. Garcia l'a jamais fait à l'Olympique Ouais, d'accord, mais moi c'est ce que j'allais dire, c'est parce qu'il est passé par l'OM, il n'a pas changé de tactique avec Lyon. C'est pour ça que moi je comprends. Et sortir son meilleur joueur pour faire qui était à vocation offensive, comme tu l'as dit, Johan, et faire entrer Jean Lucas qui est un joueur à vocation plutôt défensive, ben merci Garcia d'avoir fait ce choix. Merci beaucoup car ça nous a permis de remporter le match. On te comprend, Garcia, on te comprend vu qu'on t'a vu passer à l'Olympique de Marseille. Combien de fois tu as sorti Sanson qui était le meilleur? On t'a vu faire des choix qu'on a remis en cause. Donc oui, Garcia, on te comprend parce que tu es comme ça et c'est comme ça qu'on t'aime et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu as l'Olympique Lyonnais et c'est pour ça qu'enfin on gagne face à l'Olympique Lyonnais. Donc merci beaucoup Garcia. J'espère qu'au match retour au Groupama Stadium, tu feras les mêmes choix. On veut gagner aussi chez vous à Lyon. Attends, mais tu dis t'es supporter à Marseille? Depuis toujours. C'est parce que j'avais pu comprendre. Moi je suis né à Marseille. L'année dernière? C'était pas pour Lyon l'année dernière? Non, jamais. J'ai toujours bien aimé l'équipe de Lyon, mais j'ai jamais été supporter de l'équipe de Lyon. Non, parce que non. Après c'est. Je représente les South Winners, moi je suis orange. Après c'est plus, c'est comme si je te disais j'aime bien le FC Barcelone, j'aime bien le Real Madrid. C'est selon le jeu proposé. Là l'Olympique Lyonnais avec que ce soit avec Stéphanois aimait l'Olympique Lyonnais. Que ce soit avec Silvinho ou avec Rudy Garcia, l'Olympique Lyonnais c'est pas comme la saison dernière, c'est pas comme la saison d'avant avec Bruno Genesio. Pour revenir sur Lyon,
Il y avait une Fekir dépendance et il y a une Depay dépendance, j'ai envie de dire. La Depay dépendance, elle s'est vraiment beaucoup marquée en tout cas. Et les supporters lyonnais sont très énervés parce que j'en ai contacté quelques-uns après le match. Depay n'est pas là pour l'Olympico, mais par contre au rassemblement des Pays-Bas. Ça aussi, ça les a énervés, ils ne comprennent pas pourquoi Depay est au rassemblement des Pays-Bas. On verra s'il sera titulaire. S'il joue, Messieurs, fini pour l'OM. On passe maintenant à Saint-Etienne qui s'est imposé 3-2 sur la pelouse de Nantes. La SSE est désormais 4e au classement général avec 21 points. Alors Johan, quel bilan fais-tu de l'arrivée de Claude Puel? Alors déjà pour commencer, depuis l'arrivée de Puel, donc il a fait 5 matchs en Ligue 1, 4 victoires, 1 nul. Si on prend même sur les 6 derniers matchs, avec le dernier match en Ligue 1 de printemps, c'était face à Nîmes, victoire 1-0, et bien sur ces 6 derniers matchs, Saint-Etienne, la meilleure équipe de Ligue 1. Voilà, qui aurait pu penser ce scénario il y a 1 mois et demi en arrière? Saint-Etienne était 20e au classement, ils sont maintenant 4e avec 21 points, à seulement 1 point de l'Olympique de Marseille. Et concernant le match, on a vu que Claude Puel il arrive vraiment à s'adapter, avec lui il n'y a aucune équipe type. Si on regarde la compo face à Nantes, il a titularisé pour la première fois Franck Honora qui n'avait jamais été même une fois titulaire par printemps ou c'était sa première apparition en Ligue 1. Titulariser aussi des jeunes comme Madi Camara au milieu de terrain, remettre Moukoudi en défense et surtout mettre Kazri, Perrin sur le banc, c'est quand même des choix forts que très peu d'entraîneurs auraient pris. Et il faut souligner aussi son discours qui passe très bien auprès des joueurs et sa composition. Il joue avec 3 défenseurs avec 2 pistons sur les ailes à gauche et à droite. Maintenant, sur le bilan en général de Claude Puel, j'attends de voir encore, puisque là on pourrait penser à un effet positif par rapport à son arrivée. On va voir dans la continuité. En tout cas, son discours, j'adhère fortement, basé sur la formation et surtout avec lui, je l'aurais dit encore une fois, il n'y a aucune certitude. C'est-à-dire que les cadres, ils n'ont aucune certitude d'être titulaires, que ce soit des cadres comme j'ai dit, Perrin, Kazri, enfin voilà. Et donc, pour revenir sur le match, il y a un joueur qui est en très grande forme actuellement, c'est Denis Bouanga, qui a inscrit un doublé face à Nantes et qui offre quand même la victoire à Saint-Etienne. Isaac, tu veux réagir à la victoire de Saint-Etienne? Moi, je réagirais plutôt sur l'épopée de Saint-Etienne en Ligue Europa, car en tant que supporter entre guillemets des clubs français en Europa League et en Ligue des Champions, là vraiment en Europa League c'est catastrophique pour Saint-Etienne. Heureusement qu'ils ne se sont pas qualifiés en Ligue des Champions la saison dernière comme on en parlait. Si face à Alexandria, Saint-Etienne n'arrive pas à s'imposer alors qu'il menait 2 buts à 0, qu'est-ce que ce serait en Ligue des Champions? Et là nous, surtout club français, on a besoin de points à l'NJC UEFA. On se prétend être le 5e meilleur championnat d'Europe et en Ligue Europa on prend qu'un seul point. Si je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais, ça? On prend qu'un seul point en comptant avec là Saint-Etienne, ils ont un seul point en Ligue Europa. Non, 3 points. 3 points. 3 matchs et Rennes, c'est Rennes qui prend un point. Qui a perdu contre Cluj. Voilà, qui a perdu contre Cluj, 1 but à 0. Donc là. Citez-moi juste un joueur de Cluj. Bilal Omrani. Ancien attaquant de l'Olympique de Marseille qui est très bon, il marque beaucoup de buts en ce moment. Mais là, Saint-Etienne, c'est bien beau de se qualifier en Ligue Europa chaque année, d'avoir pour objectif de se qualifier en Ligue Europa, de se qualifier en Ligue des Champions. Mais si c'est pour livrer des prestations comme celle-là et de continuer en plus de ça à soulever que la Ligue 1 française est le 5e meilleur championnat au monde, moi je me pose des questions. Car là on voit. Ça, c'est un problème qui remonte depuis plusieurs années. C'est la mentalité française, j'ai envie de te dire. Moi, vraiment, il faut se poser des questions. La saison dernière, Rennes a réussi à se faufiler en 8e de finale. Se font éliminer face à Arsenal. Pas de souci, Arsenal a été finaliste. Arsenal est un grand club anglais et en Europe. Arsenal est un club de Ligue des Champions. Mais là, Saint-Etienne et Rennes, les prestations qu'ils font en Ligue Europa, mais c'est vraiment. C'est catastrophique. Là, vraiment, là, on va se retrouver avec un seul club qui ira en Ligue des Champions. Si ça continue comme ça. Bien sûr, c'est pas fini, mais c'est très mal parti. Oui, ils ont fait un bilan. C'est très mal. Là, justement, là, c'est très mal. Ils ont encore les cartes entre leurs mains.
Il reste 2 matchs, la réception face à la Gantoise. Il faut gagner 2 matchs de toute façon pour se qualifier. Ouais, c'est. Il y aura un Joker. déplacement. Ouais, Ils ont Là, ouais, il faut gagner. gagner 2 matchs. C'est toujours comme ça, on peut pas. Après, Isaac, pour revenir sur ce que tu disais, c'est un peu la mentalité française. On se qualifie en Ligue Europa ou en Ligue des Champions et après Pour après ne pas la jouer. Pour après ne pas la jouer. La dernière équipe à l'avoir joué, je suis malheureux de le dire, mais c'est encore l'Olympique de Marseille. C'est encore l'Olympique de Marseille qui est allé jusqu'en finale de la Ligue Europa et qui a joué un peu sur le podium et qui termine seulement à 1 point du podium. Je sais pas si quelle équipe aurait pu mieux faire que l'Olympique de Marseille cette saison. Là, c'est l'ADN des grands clubs. Des grands clubs, des grandes équipes. Oui, mais bon. Oui, Lyon est allé en demi-finale, éliminé par Ajax, mais Lyon, on reproche pas Lyon. Voilà. Moi, je reproche rien du tout à l'Olympique Lyonnais. Je reproche à Saint-Etienne et à Rennes. Les Rennes, la saison dernière, ils arrivent à aller en 8e de finale. Pourquoi là, ils ne peuvent pas sortir de cette poule, qui est une poule vraiment très abordable. Pour le Stade Rennais, en plus, qui avait marqué des ambitions. Le Stade Rennais, au vu de la saison dernière, il avait rapporté la Coupe de France. Mais là, vraiment, je suis très déçu des clubs français. Et Saint-Etienne, la saison dernière, je me rappelle, sur le plateau, on pensait que Saint-Etienne aurait pu aller à la Ligue des Champions. Et Dieu merci que Saint-Etienne n'ait pas réussi. Est-ce qu'ils auraient mieux fini pire que Lille? Je pense pas. Pire que Lille? Bon, ça, Lille. Je pense pas. Non, peut-être pas pire que Lille, parce mais bon. Lille sur la scène européenne en Ligue des Champions, c'est très moyen. C'est très moyen aussi. Là, vraiment, Ligue des Champions, c'est que bon, c'est Paris. Et l'Olympique Lyonnais, une nouvelle fois, j'espère que au-delà du Paris Saint-Germain, parce qu'on va mettre de côté le Paris Saint-Germain, j'espère que le Paris Saint-Germain sortira en 8e ou en quart de finale. Là, vraiment, les clubs français en Ligue des Champions, c'est une déception. J'espère que là, on voit un peu ce qu'à l'indice UEFA, les Russes commencent à nous rattraper, même les Portugais. C'est grave quand même, se dire que les Russes commencent à nous rattraper. Voilà, avec le Zénith Saint-Pétersbourg, le FC Porto de Benfica, le Sporting. Bon, c'est des clubs que si on met dans le championnat français, peuvent se qualifier chaque année en Ligue des Champions. Mais bon, en tout cas, c'est malheureux et je déplore le manque d'ambition des clubs français en Europe. Tu as raison parce que tout le monde dit ouais, on ne sait pas quoi jouer, la Ligue Europa, le championnat, mais au final, il n'y aura que le premier qui ira en Ligue des Champions, comme au Portugal. Le deuxième fera les tours préliminaires. Et au final, il n'y aura plus personne. Et tout le monde va dire ouais, mais les clubs n'ont pas joué la Coupe d'Europe. Et oui, mais Coco, il faudra s'en prendre à ton équipe. Alors ce qu'on fait, c'est que Paris ira chaque année en Ligue des Champions. Voilà, et les autres, on joue qu'en championnat. Non. Juste pour la beauté de finir deuxième. Juste pour la beauté de finir deuxième, troisième. De dire j'ai terminé sur le podium. Mais si après en Ligue des Champions, c'est pour ne pas donner une bonne image du football français, qui en plus, l'équipe de France, c'est les champions du monde. La Coupe du Monde 2018, c'est l'équipe de France qui a été champion du monde. Et si nos clubs n'arrivent pas à réaliser des performances exceptionnelles, qui n'arrivent pas à garder nos meilleurs joueurs, parce que les meilleurs joueurs d'équipe de France, ils jouent tous en Europe, malheureusement. Oui, mais c'est pour là, on déplore le manque d'ambition des clubs français. C'est malheureux. Je sais pas, mais si certains joueurs, je pense, ne se représentent pas ce que c'est de jouer une finale, demi-finale de Ligue Europa. Va demander à Bounassa ou à Jordan Amavi si ça leur a pas fait plaisir de jouer une finale de la Ligue Europa. Déjà de voir l'engouement qu'il y a eu dans la ville de Marseille, et même à Rennes quand même, il y a eu un très bel engouement. Parce que voilà, parce que bon, ouais, on a vu quelque chose, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu cela en Ligue Europa. Mais les Rennais, ils ont été très contents. Imaginez une fois jouer un 8e de Ligue Europa. Je crois qu'ils ont été plus contents d'aller en 8e de finale de Ligue Europa que d'avoir gagné la Coupe de France. Alors que ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas gagné de trophée. C'est ça. C'est quand même un grand stade. C'est une fierté de démontrer de grandes performances en Europe, parce qu'on montre au monde entier, voilà, on revendique comment nous sommes un grand club, on joue et on figure sur la scène européenne. Une nouvelle fois, j'espère que Saint-Etienne, parce que on va monter à Saint-Etienne au Chaudron. Rennes. Si Saint-Etienne arrive à se qualifier, on verra qui peuvent attraper un 16e ou peut-être un 8e de Ligue Europa, mais en tout cas, c'est. Faut y croire, les gars. Faut y croire, mais c'est mal parti. Optimiste. Ouais. Les gars, micro s'il vous plaît. On va parler maintenant de la défaite de Manchester City 3-1 face à Liverpool. C'était ce week-end à Anfield. Je vous repose la question, messieurs. Le championnat est-il vraiment terminé? Mais juste avant, regardez ces images.
ce qui a été dit il y a quelques semaines. Alors Isaac, pour toi, le championnat est-il vraiment terminé? Là, en tout cas, la victoire de Liverpool appuie ce que j'ai dit. Là, Liverpool prend 9 points d'avance sur Manchester City. En tout cas, moi, j'avais ce pressentiment que depuis le début de saison, que Liverpool allait finir champion. Et c'est là, ça prouve une nouvelle fois de plus que, voilà, que Liverpool misera tout sur le championnat, délaissera un petit peu la Ligue des Champions. Car de par les matchs qu'ils proposent en Ligue des Champions et le match qu'ils ont fait hier face à Manchester City, on montre un peu la différence de niveau et que vraiment hier face à City, ils ont voulu jouer vite, ils ont voulu vraiment marquer vraiment le territoire à Anfield. Je trouve pas que Liverpool a dominé clairement la rencontre, mais plutôt a été efficace. Voilà, sur 5 frappes cadrées, il y a eu 3 buts. Liverpool a été rapide dans les transmissions de jeu, que ce soit, on a vu des transversales exceptionnelles entre Alexander-Arnold et Robertson. Ça prouve que la City a été vraiment, déjà au milieu de terrain, a été étouffé par les hommes de Jürgen Klopp. Après, il y a des situations un peu délicates. Surtout les deux dernières fautes non sifflées par l'arbitrage vidéo. On reviendra après là. Là, on parle du championnat. Ouais. Mais ouais, pour moi, le Liverpool terminera champion d'Angleterre et Liverpool prend 9 points d'avance sur City, 8 sur Leicester et Chelsea qui passent devant Manchester City, car là, City se retrouve à la 4e place du championnat. Mais pour moi, Liverpool sera champion d'Angleterre. Je l'ai dit depuis le début, je le pense toujours. Le championnat est-il vraiment terminé? Pour moi, il n'est pas encore terminé, il reste encore 26 matchs. 26 matchs encore énorme, dont un match retour à l'Etihad Stadium pour le match retour City-Liverpool. Et surtout, on ne sait pas le parcours des deux équipes en Ligue des Champions. Admettons que City se fasse éliminer en 8e de finale et que Liverpool aille au moins jusqu'en demi-finale. Ils lâcheront des forces en championnat et du coup City pourrait rattraper son retard. Et puis également, je veux dire que surtout en première ligue, rien n'est fini, c'est un championnat où tout est possible. Quand on voit que Norwich peut battre Manchester City, pourquoi Liverpool ne peut pas s'incliner face à une équipe du même niveau? Donc pour moi, tout reste encore possible. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec Yo et je reste d'accord sur ce que j'ai dit sur la vidéo précédente que vous avez vue. Le championnat n'est pas encore fini. Même si Liverpool a 9 points d'avance, c'est ça? C'est ça, 9 points d'avance sur Manchester City et 8 sur les deuxièmes. Ouais. Mais bon, comme l'a dit Yo, il reste la Ligue des Champions. On saura, je pense, comme je l'avais dit d'ailleurs, en janvier, enfin même en février ou en mars, les 8e, les quarts en Ligue des Champions. Selon le parcours des deux équipes, je pense qu'on aura l'idée toute claire.
Mais il faut faire attention aussi à Leicester ou à Chelsea, c'est ces équipes-là qu'on n'attend pas forcément, mais qui peuvent créer la surprise comme en 2017 avec Leicester, même si ça ne se reproduit pas toutes les années. Il faut faire attention à ce genre d'équipe, sachant qu'en Angleterre, tout est relancé et tout est possible. C'était en 2016, je crois, avec Leicester. 2016 Ouais, 2016, ça a été Chelsea champion. Les gars, Liverpool et City, le parcours à la Ligue des Champions cela ne va pas découler sur ce qui va se passer en championnat. Parce que c'est des équipes qui arrivent à jouer les deux tableaux. Liverpool, la saison dernière, a gagné la Ligue des Champions et n'a perdu aucun match. Ouais, mais même, tu perdras. Ils sont restés que sur des victoires. Le seul match qu'ils ont perdu, c'était face à City en janvier. Sinon, ils ont pas lâché de points. Un peu des matchs nuls, mais pas de défaite, aucune défaite. Une saison, voilà. Mais là, c'est vraiment énorme. Et là où je pense pourquoi Liverpool ne va pas lâcher, c'est que c'est cette saison où ils veulent le championnat. La Ligue des Champions, là, s'ils la perdent, c'est pas grave. Là, vraiment, l'objectif, c'est le championnat. Que ce soit pour les joueurs et les supporters. Ils demandent vraiment de remporter ce championnat. Et même Jürgen Klopp, il le dira à ses joueurs. Les gars, si on peut lâcher la Ligue des Champions, si on peut lever un peu le pied, on le fera. Cette saison, les amis, c'est le championnat. Moi, je le vois comme ça. Je le pense comme ça parce que, vraiment, les supporters anglais, nous, c'est pas comme nous ici en France, mais les supporters anglais, vraiment, ils considèrent beaucoup le championnat domestique, ils considèrent beaucoup vraiment ce qui se passe dans leur pays. Les supporters de Liverpool, il y en a beaucoup, et contrairement aux supporters de City, beaucoup ont dit si on pouvait changer notre Ligue des Champions contre le championnat, on le ferait. Beaucoup de supporters de Liverpool et de City étaient d'accord sur ce point-là. Les supporters de City, ils étaient déçus de ne pas avoir remporté avec des champions et d'avoir remporté le championnat, et ceux de Liverpool étaient déçus de ne pas avoir remporté le championnat et d'avoir remporté cette Ligue des Champions, car Liverpool c'était leur 6e Ligue des Champions, City ne l'a jamais remporté, contrairement à Liverpool qui n'a jamais remporté le championnat de Première Ligue depuis sa création en 1990. Donc là, vraiment, je pense que là, Liverpool misera tout sur le championnat. Et comme je le dis, on voit à Liverpool depuis ce début de saison en Ligue des Champions, juste, et on voit très clairement qu'il lève un peu le pied. On voit que ce soit même face à Salzbourg, où ils se font revenir à 3 partout et qu'heureusement ils marquent à la fin un 4-3. Et c'était en plus à domicile. On voit qu'ils mettent moins de. Ils sont quand même premiers de leur poule. Hein. Oui, ils sont premiers de leur poule, mais on voit qu'ils lèvent un peu le pied à la Ligue des Champions. L'année dernière, la Ligue des Champions, Liverpool c'était incliné face au Paris Saint-Germain et face à Naples. Et face au Napoli. Et ils ont au final ils ont remporté la Ligue des Champions. C'est comme Paris. Paris, on leur dit ouais, c'est bon, ils ont gagné la Ligue des Champions, ils battent Bayern, ils battent Liverpool en poule, et au final, ils se font caca à la culotte et il n'y a plus personne. Mais après, Liverpool, c'est un peu l'inverse. Après, c'est vrai qu'on attend aussi de voir les matchs en 8e et en quart. Parce que Liverpool perd face à Naples, perd face à Paris en phase de groupe, mais en demi-finale, s'ils prennent ces mêmes équipes-là, ils gagnent. Ils ne laisseront pas le championnat? Non, je pense de la saison dernière. La saison dernière, lorsqu'ils perdent face au Napoli, au Paris Saint-Germain, dans la même saison, en 8e de finale ou en quart, ils gagnent face au Napoli, face au Paris Saint-Germain. Mais cette saison-là, comme vous avez très bien raison, on attend de voir ce qui se passe en 8e et en quart de finale, mais je reste sur mon avis que Liverpool, cette saison, c'est le championnat ou rien. Yo. Moi je veux dire, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est sûr, après une saison, la saison passée où ils ont failli être champions, ils ont fait une saison remarquable, malheureusement ils terminent 2e. Forcément, l'objectif c'est de remporter le championnat. Par contre, Liverpool a gagné avec des champions. Ce sont quand même les tenants du titre. Ça m'étonnerait que Klopp, même malgré l'importance du championnat, dise à ses joueurs allez, on va lâcher la Ligue des Champions pour le championnat. Je pense pas. Ils vont tout faire pour jouer sur les deux tableaux. Et justement, s'ils ils parviennent à aller jusqu'en demi-finale, voire en finale, et que City se fait éliminer avant, ils pourraient lâcher des forces en championnat. Voilà, c'est ce que je pense. Les gars, juste Isaac, peut-être un dernier mot sur Raheem Sterling qui a été suspendu provisoirement, écarté provisoirement. Il a été écarté dû à une nouvelle altercation avec Joe Gomez lors du rassemblement. À la cantine, je pense que c'est discuté pour un morceau de viande. Je crois que Joe Gomez l'a un peu chambré Sterling, mais bon. Il attrape pas la gorge. Il attrape pas la gorge et c'est les Anglais qui les ont séparés, choqués par la scène. Par la scène, bon, c'est peut-être dû au fait de ce qui s'est passé sur la pelouse dimanche. Après, pour revenir un peu, parce qu'on n'est pas trop revenu un peu sur le match,
Quand même, Raheem Sterling, moi, il m'a fait plaisir. Raheem Sterling a été très bon face à Liverpool. Et c'est compliqué pour lui tout le temps de revenir face à Anfield, car il est systématiquement hué par les supporters. Oui, c'est un joueur, c'est un enfant de Liverpool et le départ n'est toujours pas digéré par les fans des Reds. Bon, il aurait pu gagner 2 pénaltys, Raheem Sterling, qui n'ont pas été sifflés par l'arbitre. Et je comprends ça. Et je comprends pas. Et peut-être qu'on mettra les images sur l'after game, on verra ce qu'il en est. Mais moi, je comprends pas que. Peut-être que le premier penalty où on voit que Bernardo Silva met juste avant une main, peut-être que celui-là. Pas de souci, on ne le siffle pas. C'est l'action qui arrive juste avant le but de Fabinho. Mais les deux derniers, il y a clairement penalty. On les a regardés tout à l'heure. La main d'Alexander Arnold qui, voilà, la main est collée au genou. Voilà, clairement, elle est ici, la main d'Alexander Arnold, et le ballon lui tape dessus. Vraiment, si sur cette main-là, on ne siffle pas penalty, moi je comprends plus rien au ballon. Et après, sur la poussette de Sadio Mané, qui passe devant Sadio Mané, qui pousse Raheem Sterling dans le dos et qui tombe encore une fois dans la surface de réparation. Et là, on ne siffle pas penalty. Voilà, c'est des décisions que l'arbitre a faites. On a vu que Pep Guardiola, il a été dévasté. Ensuite, il est parti contester aux arbitres. Ça la faisait 2e fois qu'on ne siffle pas penalty sur une main. Et à la fin de la rencontre, il est parti saluer le corps arbitral. Bon. Moi, je ne mettrai pas toute la faute sur l'arbitre. Voilà, j'ai une question, parce que moi, j'ai pas vu les images, vu que j'étais au stade, j'ai vu que la première mi-temps. Est-ce que c'est une erreur manifeste ou pas de l'arbitre? Parce qu'à la VAR, ils regardent ça aussi. Est-ce que l'arbitre a fait une erreur manifeste? Si ce n'est pas le cas, on laisse la parole à l'arbitre. Pour moi, c'est une erreur de l'arbitre qui, en plus, sur l'image, est vraiment devant. Il est vraiment devant le joueur. Il est vraiment dans cette position-là. Le joueur est en face de lui et il met la main et voilà. Sur les 2 pénaltys que tu parles, il y a 2 erreurs manifestes. Donc. Moi, j'ai pas vu surtout sur la main. La main, vraiment, c'est flagrant. Et en plus, ça permet, on est à la 86e minute de jeu et City peut revenir à 3 buts à 2. Donc on peut assister après à 5 dernières minutes de folie. Et vraiment, pour moi, c'est une erreur vraiment exceptionnelle. C'est incroyable qu'on ne siffle pas penalty sur cela. Et bon, je ne mettrai pas totalement la faute sur l'arbitre. Je remets un peu en doute les choix de Pep Guardiola dans cette rencontre-là, sur le fait de ne pas avoir repositionné Bernardo Silva au milieu de terrain et d'avoir laissé Gundogan sur le banc de touche, qui en plus est pour moi le responsable sur le premier but, car il fait vraiment une passe décisive à Fabinho sur le premier but. À la dégoûté, il a envoyé le ballon. Et je comprends pas qu'un joueur de ce niveau-là vraiment déjà. Je ne comprends pas qu'il se retrouve à cette position-là, car normalement ça devait être lui qui devrait vraiment réceptionner la balle d'un défenseur central qui la remet, si il la remet au milieu de terrain. Mais là vraiment, en aucun cas on relance la balle au milieu de terrain. Au moins on la jette en touche. On les apprend aux petits de ne pas relancer la balle. Voilà, c'est ça, on pousser, on leur dit. Et Gundogan fait ça, et voilà, à la 6e minute de jeu, City encaisse le premier but. Voilà, je ne comprends pas que Bernardo se retrouve encore ailier droit, qu'on laisse Riyad Mahrez encore une nouvelle fois sur le banc. Riyad Mahrez qui a été élu meilleur joueur du mois de septembre ou d'octobre, je n'ai pas le bon souvenir, d'octobre. Et il n'a pas joué une seconde sur les 4 derniers matchs de championnat. Encore, si le joueur a livré des prestations décevantes, je peux comprendre. Mais là, il a été clairement, c'est un des meilleurs joueurs depuis ce début de saison et il n'est pas titulaire. Il n'est même pas entré en jeu. Alors là, vraiment, Pep Guardiola, il y a des choses que je ne comprends pas. Et encore, on en a parlé avec Enzo, la non-apparition sur la feuille de match de Benjamin Mendy, que Enzo a dit que c'était un choix tactique. Un choix tactique, ouais, il a dit. De ne pas. C'est pas moi qui l'ai dit, j'ai fait annoncer qu'il avait dit ça. J'ai appris que c'était un choix tactique de ne pas mettre Benjamin Mendy sur la feuille de match. Au moins sur le banc. Je suis tactique pour l'équipe de France, je pense de le laisser tranquille, le repos. L'équipe de France qui joue face à la Moldavie et Andorre, c'est ça. Et l'Albanie, on laisse Benjamin Mendy, on le met sur le côté, ne pas jouer face à Liverpool. Vraiment, ça je comprends pas. Guardiola, moi qui vraiment aime beaucoup cet entraîneur, qui l'est toujours soutenu.
C'est vrai que lorsque City vraiment se met face à de grands rendez-vous, de grandes rencontres, moi, à la maison, face aux compositions, j'ai toujours, je remets en doute ces compositions, toujours. Vraiment, je ne suis pas à 100% sûr de ces compos. Là, Guardiola, j'en ai un peu ras-le-bol, ras la casquette. C'est ce qu'on disait il y a quelques mois. De ces choix qui mettent encore. Là, ta veste, tu l'as le bleu, mais la rouge. Non, mais les gars, là, ce que vous comprenez pas, c'est que pour moi, quelle veste je retourne? Pour moi, Guardiola, ça reste, si ce n'est le meilleur entraîneur du monde que le monde n'ait jamais vu. Mais là, sur cette gestion, en tout cas, des joueurs et de la tactique, il a mal fait, il a mal joué. C'est ce que je te disais il y a quelques semaines que tu ne voulais pas comprendre. C'est peut-être la fin d'un cycle de Guardiola à City. Il est arrivé la même chose au Bayern, un peu plus tôt. Il arrive la même chose à City. Peut-être que Guardiola n'arrive pas à rester 3, 4, 5 ans dans un club. Non, parce que pour moi, il a révolutionné le football au Bayern. Il a révolutionné le football à Manchester City. Il n'y a aucun doute. Il a peut-être les a révolutionné, mais le problème, c'est que face à Liverpool, on doit changer un peu de tactique. On doit aussi s'adapter à l'adversaire. Peut-être qu'il a plus les cartes en main. Parce que je pense que sincèrement que la philosophie de jeu de Pep Guardiola, elle prime face au FC Barcelone à l'heure actuelle, elle prime face au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, elle prime face au Real Madrid à l'heure actuelle, elle prime face au Bayern Munich à l'heure actuelle, elle prime aussi peut-être face à la Juventus Turin à l'heure actuelle. Mais face à Liverpool, Klopp adopte un style de jeu. Klopp, il a compris comment marcher Guardiola. Parce que c'est le seul entraîneur qui a eu le plus de victoires face à Pep. 8 victoires. Il a eu 8 victoires. Klopp face à Guardiola, il adopte un style de jeu, il sait gérer les hommes, il sait gérer les humains. Et aussi, je ne mets pas toute la faute sur Pep Guardiola, mais sans Benjamin Mendy, bon c'est un choix tactique, mais sans Aymeric Laporte, sans Sané, sans David Silva, sans Ederson, sans un Rodri à 100%, sans aussi on va dire un Riyad Mahrez qui n'a pas été titulaire, c'est pas facile de se présenter face à ce Liverpool-là. Mais c'est les alors que Liverpool se propose avec l'équipe type et aucun blessé. Voilà, c'est vrai que d'un côté, Guardiola il a fait de mauvais choix, mais aussi il se présente face à beaucoup de blessés et c'est comme ça, c'est pas facile. Et bon, j'espère que bravo en tout cas à Jürgen Klopp pour cette victoire face à Liverpool. Voilà les gars, merci pour cette belle émission devant le Stade Vélodrome. Je tenais juste à féliciter les U17 de l'équipe de France qui se sont qualifiés en demi-finale avec très belle victoire. Isaac Ledji encore buteur, encore un passeur décisif. Donc bravo à eux et face au Brésil. Adjela Ouchiche, auteur de 6 passes décisives. Ouais. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, la meilleure buteur. Isaac Ledji, il faut en parler aussi. Ouais, Isaac Ledji. C'est bien, ouais, Isaac Ledji qui a marqué 3 buts. 3 buts et 2 passes décisives. Bravo à Ledji. On attend son retour à l'Olympique de Marseille pour pourquoi pas rejouer sous les rênes de André Villas-Boas. Parce qu'à Toulouse, je ne sais pas s'il sera là, mais à Toulouse, on aura besoin parce qu'il n'y a pas Kaletakar, il n'y a pas Mavi et il n'y a pas Avaro. Et c'est un stade où l'Olympique de Marseille chaque année très bien accueilli, Toulouse. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour la dernière vidéo avec Greg Empêche-moi. Un record de vues. On a fait 1600 vues, donc merci à vous qui êtes chez vous. Presque, on atteint les 60 likes aussi, c'est aussi un record. 206 abonnés. Donc merci à vous et on se retrouvera la prochaine fois pour parler ballon encore une fois. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Parler football. Ciao, ciao. Allez l'OM.